Ah, c'est celui-là, d'accord. Oui, très bien. C'est parti. Général, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, Gnoti Seoton. Gnoti Seoton. Quelle est cette sentence qui tombe comme le couperet? Ces mots sont gravés sur le fronton du temple de Delphes. Ils résonnent en moi et m'écrasent. Ils me hantent presque. Dans cette période si critique et pleine de choix, entre l'âge infantile et celui d'adulte, une seule devise m'est attelée: connais-toi toi-même. Comme si je pouvais mieux qu'un autre me connaître et effectuer le bon choix. Or, voici qu'en plus de ce doute, de ce trouble permanent, m'est confié un enfant. Je dois, avec une rigueur lasse et solitaire, faire se connaître un autre à soi. On m'en supplie, on me l'impose. Je suis certain que c'est toujours plein de doutes sur soi que l'on éduque un enfant, à moins de se mentir. Personne n'éduque son enfant sans hésitation. Cet enfant, je le confesse, c'était moi, à un âge puéril. Bientôt viendra le père, peureux, mais courageux. C'est bien le garçon métamorphosé. Entre père et fils, je m'élance, plus incertain que jamais. Il est toujours inattendu de se retrouver face à ce petit homme, bavard ou silencieux, c'est pourtant lui qui nous est confié. Lui qui est si fragile, il nous renvoie, comme dans un miroir, nos propres faiblesses, avec une netteté terrifiante. Je me trouve face à une falaise. Déjà penchés sur son berceau, les parents imaginent quelle grande personne deviendra leur progéniture. Un poète, un général, un chef d'État. Dans les langes gisent déjà le chant de tous les possibles, là où bientôt, dans les linges, dormira ce chant épuisé. Personne, malgré l'éphémérité de la vie, ne se refusera à donner éducation à son enfant. Il s'agit de postérité, d'ajouter au poème de la vie sa rime. Je ferai donc de mon fils un chef. Éduquer son enfant, ce n'est pas seulement le diriger vers l'extérieur. Faire de lui un honnête homme épanoui, mais c'est faire de lui un homme hors de lui, de son ego. C'est faire naître au monde un chef. Cet enfant est un futur chef. Le berger, tant espéré, qui va au-devant, chercher plus agréable pâturage pour ceux qui sont sous sa garde. Si j'avais un enfant à éduquer, que lui apprendrais-je? L'enfant, celui qui ne parle pas, devient chef, par l'opportunité d'un voyage, le voyage de la vie. Il le choisit avec douleur et empressement. Si j'avais un fils, je le dirigerais vers ce voyage. Il recevra comme bénédiction: va, chercher l'introuvable, et reviens, heureux ainsi qu'Ulysse, de ne rien savoir de plus, que ta vie est belle, seulement si tu la vis. Ce voyage, cette éducation, 3 enfants la vivent, et ils en ressortent déjà hommes. Qui sont-ils? Télémaque, Edmond Dantès et Gargantua. Sous la nuit noire de Grèce, au moment où le soleil inespéré paraît, un enfant prend la mer. Si Télémaque part à la recherche d'Ulysse, c'est parce qu'il est poussé par un élan tacite à retrouver une voie à suivre, une voie à écouter. Il veut lui aussi son long voyage et va cueillir l'aurore de l'aventure. L'enfant renonce à protéger sa mère des vautours, mais l'homme s'accomplit. Il vogue puéril vers l'âge viril. Nous le comprenons. N'est-ce pas finalement à la quête de Télémaque que part Télémaque, à la recherche de son reflet, de son alter ego? Ce voyage n'est-il pas seulement un prétexte pour s'envisager soi-même, se donner un visage?
le jeune homme, n'a pas à rougir de l'éducation de Mentor, et son observance de l'hospitalité lui vaut les faveurs d'Athéna. Quel plus beau guide que la sagesse, son égide près des dieux. Au bout de son voyage, les vagues ne clapotent plus qu'une image discrète de l'homme aux mille ruses. Est-ce du temps perdu? Un caprice d'enfant que ce voyage. Muse, lorsque Télémaque était enfant, il parlait, pensait, raisonnait comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, il a abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. Il se voit face à face, dans un miroir trouble et brisé. Il ne se connaît qu'incomplètement, mais ne cesse d'espérer se voir au plus profond de son être. Que lui a appris ce voyage, si ce n'est à se connaître? La confiance du jour et l'espérance de saisir ce soi qui nous échappe. Télémaque voyage au plus profond de son cœur. Plus tard, il sera roi d'Ithaque. Alors que l'horizon semblait chargé de noirs nuages. Télémaque se lève, Télémaque lève l'ancre de la tranquillité. Télémaque ose savoir ce qu'est devenu son père et il revient, plus incertain que jamais, sur sa propre identité. Que lui ont appris les sirènes? Que nous disent-elles? Ose l'aventure. Et à mon tour, je le dis à mon fils, ose l'aventure. Cette devise lui sera utile tout au long de sa vie, et voici qu'elle vogue, et voici qu'elle s'échoue aux oreilles d'un autre. Cet autre, au milieu des flots, dans sa prison solitaire, c'est Edmond Dantès, un jeune homme. Au plus profond du château d'If, enterré dans son sinistre cachot, que susurre-t-il? Tendons l'oreille à son appel, que le silence se fasse à sa prière. Il supplie Dieu, quasi muet et prostré, quasi dément et hurlant. Or, voici que Dieu se manifeste dans la vallée de larmes, magnifique théophanie que celle de l'abbé Faria. Quelqu'un a tendu l'oreille à la prière des profondeurs. L'abbé redonne sa vie et sa dignité à Edmond qui se croyait perdu. En quelques années d'industrie cachée, entre labeur et loisir, naît le comte de Monte Cristo. Majestueux, mystérieux, magnanime. Il remplace la providence et donne à chacun son dû. N'est-ce pas là un chef en ce qu'il a saisi l'opportunité? Au fond de son être, Edmond Dantès a su se rencontrer soi-même. Quelle quête de l'égoïsme, me diriez-vous? Eh bien, je ne le crois pas. J'en suis même convaincu, c'est à la poursuite d'un autre que se consacre, que s'introduit Dantès. Il creuse, comme un forçat qui s'évade. Il s'enfonce dans des boyaux froids et boueux, comme l'explorateur qui cherche un trésor, mais il ne trouve que le silence. Il veut se connaître et connaître, enfoui en son âme une présence plus intime à lui que lui-même, ineffable, qu'il avait longtemps cherché. Que lui criait cette présence au long des jours sans soleil? Lève-toi. Ose vivre. Et à mon tour, je le clame à mon fils, ose vivre. L'abbé éduque et Edmond Dantès danse au milieu de ses chaînes. Déjà, il s'échappe. N'était-il pas nécessaire qu'il passe 20 ans caché du monde, caché au monde, comme une œuvre est cachée sous le voile, pour que la vérité soit dévoilée, nue et dérangeante? Edmond se joue du monde et il voyage sans le traverser, parce qu'il s'est vu, sans le voile du mensonge, au miroir de l'abbé Faria, c'est-à-dire à son éducation. Parce qu'il a osé vivre, parce qu'il reconnaît en chaque instant l'occasion de vivre, le jeune marin est immortel, parce qu'il n'a pas sombré dans le désespoir. Il vogue encore le long des côtes de la Grèce,
et voit au loin le portail rieur de Delphes. Il cherche encore la voix antique qui lui lance « Lève-toi, surgis inattendu à un autre jour. » L'homme qui se lève avec entrain et bon appétit au jour, c'est bien Gargantua. Depuis qu'il a renoncé à ce sombre savoir sophiste, déversé dans sa tête comme dans un vase vide, Gargantua s'avance vers le suave savoir avec une silencieuse décence. Il s'éloigne de la médiocrité dorée et de l'aquabon. Il attend avec impatience le lever du jour pour le cueillir et le goûter à propos. Et dit-on, avec maître Ponocrate, il regarde l'Orient, plein d'espoir que le jour promis soit rempli de sagesse. Il le regarde avec l'étincelle de l'enfant et entame ce jour comme on entame un bon fromage. Ils apprennent, à l'égal de Montaigne, d'être durs et revêchent de corps, d'esprit élevé et délicieux, un esprit raffiné dans un corps endurci. Que pense Montaigne avec le jour? Que nous disent Ponocrate et Gargantua dès le lever? Il s'extasie devant la rosée juste tombée du ciel et proclame « Vis à propos, ose savoir et voyage avec ce jour. » Vraiment, mon fils, ose savoir. Quel est le chef entre Ponocrate et Gargantua? Entre Faria et Dantès, entre Mentor et Télémaque. Où est le père? Lequel n'entraîne-t-il pas l'autre vers les hauteurs? L'élève, certes, surpasse le maître, mais ne le délaisse pas. Dans les périples vers les sommets que l'enfant entreprend, au signe de son épanouissement, il prend délicatement son père par la main, comme Ascagne prend Énée, et il le tire. Ensemble, ils s'élancent incertains vers les gouffres et les contradictions. Mon premier-né se hisse avec la témérité d'un funambule, c'est un premier de cordée qui voit le jour. Après avoir vu tant de fois la montagne et ses paysages splendides par la main de son père, l'enfant dirige maintenant lui-même l'aventure. Il est le chemin vivant, prêt à être emprunté. Une pierre nouvelle, posée à l'édifice grandiose de la transmission, à l'aventure de la vie et du savoir. Dans le brouillard de ces hautes altitudes, où hommes et grâces se rencontrent près de l'éther céleste, on ne voit que deux silhouettes indistinctes, et on ne sait qui dirige l'autre. Pourquoi grimpons-nous à ces sommets éternels, aux arêtes si tranchantes, si ce n'est pour chercher l'indicible? Nous ne sommes ni des Tantales, ni des Sisyphes. Pourquoi cette agonie inlassable vers notre propre dépassement? Parce qu'au dehors de nous-mêmes, nous te poursuivions. Ô beauté si ancienne, ô beauté si nouvelle, pourquoi as-tu tardé à te révéler? Bien tard je t'ai aimé et t'ai donné ma vie, mais tu étais en moi, vérité éternelle. Ces mots nous subliment. Ils émeuvent en nous une résonance immuable. Connais-toi toi-même. Elle vient du royaume aux mille muses. En vérité, éduquer un enfant, c'est se connaître, c'est se voir, se plonger dans le gouffre et s'envoler. C'est oser l'aventure du voyage pour s'affirmer. C'est oser vivre la vérité qui rend libre. C'est oser savoir transfigurer l'ordinaire. L'enfant que j'éduque devient ferme et libre et découvre l'essentiel. Éduquer un enfant, c'est enfin faire parler le muet que nous sommes. C'est se laisser emporter par celui qui dit et chante près des muses et des grâces, plein de courage et de confiance, cet hymne nouveau, non desinis oculos mi aperire, tu
tu ne cesses jamais de m'ouvrir les yeux.